Je pense que ce qui est très important, ce qu'on néglige souvent, c'est quand même avoir des bonnes notions comptables et des bonnes notions de chiffres. Un projet qui existait et je trouvais ça dingue, mais il y avait beaucoup de choses en France, au UK, aux US, en Belgique aussi certes, mais très peu de projets féminins. On prend vite des habitudes, je pense encore plus en Belgique, on prend vraiment vite des habitudes de consommation et on a du mal parfois à changer ses habitudes. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Girl Squad. Girl Squad, tu le sais maintenant, c'est l'émission 100% féminine de Startup Vie, l'entrepreneuriat vu et vécu par les femmes. On parle des biais de genre, on parle des difficultés, mais surtout, on parle des solutions pour les surmonter et des outils, des clés pour entreprendre si toi aussi tu le souhaites. Alors n'hésite pas. Vas-y, commentez, abonnez-vous, likez, tout ça. Likez, commentez et n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez des vidéos, des thèmes abordés, des sujets que vous voudriez qu'on aborde par la suite et des intervenantes éventuellement que vous voudriez voir sur le plateau. Si je t'ai pressée de parler, c'est parce qu'aujourd'hui, on a choisi une thématique food. Et alors moi, la nourriture, c'est toute ma vie, vraiment. On va parler effectivement du marché de la food en Belgique. Est-ce qu'il y a des changements dans la façon de consommer, dans la façon d'accéder aux produits, dans les produits en eux-mêmes? Est-ce que les femmes qui investissent ce marché-là font bouger les lignes aussi? Voilà, on va un petit peu parler de tout ça avec nos super invités du jour. Alors, on a avec nous Mathilde Riga. Bonjour. Bonjour. Toi, tu es CEO de Cult Kéfir. Tout à fait. CEO, c'est un grand mot, mais oui. On détaillera après comment tu y es arrivée. On a avec nous Julie Segart. Bonjour. Bonjour. Toi, tu travailles chez Clone. Effectivement, je suis General Manager chez Clone pour la Belgique. Et en fait, on développe des marques virtuelles, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Et on a avec nous Clémence Braun. Bonjour. Bonjour. Toi, tu es responsable et tu as créé le réseau Hors Normes. Yes, un réseau pour femmes entrepreneurs. Voilà. Ok. On va commencer comme d'habitude dans cette émission par voir un petit peu quels sont vos parcours, comment vous en êtes arrivés là où vous êtes aujourd'hui. On va commencer avec toi, Mathilde. Toi, tu as fait des études très scientifiques à la base. Oui, c'est correct. Donc j'ai fait 4 ans d'études en bio-ingénierie, toutes ces choses-là, donc les sciences du vivant, on va dire. Et j'ai toujours été passionnée par les sciences à l'école, c'est ce qui me parlait le plus. Puis il y avait aussi beaucoup de débouchés intéressants pour la planète, pour tout ce qui est développement durable, qui me parlait dans ces études. Mais en parallèle de ça, j'ai toujours eu une passion pour le bien manger, le bien consommer. J'ai une grand-mère qui elle-même était un peu une gourou du bio. Donc elle a toujours été chercher ses fruits et légumes à la ferme à côté. Et elle nous a un peu inculqué ses valeurs. Et donc les deux, mis l'un dans l'autre, ont fait que, en fait, finalement, faire du kéfir, donc qui est une boisson fermentée, brassée, qui a vraiment des points très positifs pour la santé par rapport à des sodas classiques. C'était un peu logique, en fait. Les sciences, le brassage et l'alimentation saine, tout ça mis ensemble a fait en fait que Cult est finalement arrivé dans ma vie. Mais bon, il y a eu plusieurs étapes entre mes études et Cult. Oui, c'est ce que j'allais demander. Est-ce que tu t'es lancée immédiatement à la sortie des études ou bien il t'a fallu un petit peu de temps de maturation, de fermentation? Non, tout à fait, c'est une bonne question. Je pense que je me suis toujours dit que ça peut être très chouette d'entreprendre un jour, mais on ne va pas forcer la chose. Si ça se met, ça se met. Mais d'abord, priorité à trouver un job après d'avoir terminé mes études et d'apprendre et d'avancer. Et puis, on verra ce que la vie nous apportera. Donc, j'ai commencé ma carrière, on va dire, chez Umicore, qui est vraiment... c'est une boîte belge qui a, je pense, presque 200 ans maintenant. J'exagère, 150 ans, je pense, maintenant. Et eux sont vraiment actifs dans tout ce qui est industrie de recyclage des métaux précieux. Aussi, ils font les batteries pour les voitures électriques. Donc, c'est vraiment un secteur qui me parlait. Mais une fois 3 ans passés dans une grande boîte comme Umicore, je me suis quand même rendu compte que c'était pas toujours très dynamique. Il y avait, malheureusement, désolée pour le cliché, beaucoup d'hommes blancs de 50-60 ans autour de moi. C'était vraiment pas le cadre le plus stimulant. Même si j'ai adoré apprendre et travailler dans ce cadre qui est quand même très égalitaire et qui était top niveau apprentissage et diversité,
équité homme-femme, ça bien en termes de valeur. Mais je me suis dit, waouh, je suis trop jeune que pour être dans un cadre aussi peu dynamique, on va dire, à ce moment-là de ma vie. Et donc, en parallèle, je faisais à la maison du kombucha, des boissons fermentées, du yaourt, de la choucroute, des trucs comme ça. Et puis, un jour, ma maman me donne des grains de kéfir qui sont en fait, on va dire, le levain pour faire du kéfir. Donc, en fait, le kombucha, c'est un champignon rond. Un pain au levain, c'est le levain qui est vivant aussi. Enfin voilà, c'est la culture mère dont on a besoin pour produire le kéfir. Donc je reçois ces grains et je commence à regarder sur internet comment en faire. Et je vois que c'est finalement pas très compliqué. Je goûte, ça a l'air ok, c'est pas mal. Puis j'en fais de plus en plus. Et à un moment, je réalise que ouais, c'est vraiment cool comme boisson. Ça me prend moins de temps à faire que le kombucha. Et il n'y en a pas en Belgique. Donc je vais essayer de rendre cette boisson plus connue auprès du grand public. Et ça, c'était un peu la blague de base qui a mal tourné, entre guillemets, parce que j'ai commencé à faire un business plan sur mon ordi, vu que c'était le Covid à ce moment-là. J'avais beaucoup trop de temps. Et puis, de business plan, je suis passée à trouver une production où on pouvait produire, à créer une marque. Et donc là, j'ai rencontré Anna, qui est une freelance qui habite, elle habite au Monténégro. On travaille donc de manière digitale ensemble. Donc, c'est une femme single avec 3 enfants qui est brûlante. Et donc, c'est vraiment cool de bosser avec elle. On a beaucoup travaillé ensemble. Enfin, on travaille toujours ensemble jusqu'ici. Et donc, en fait, en 6 mois de temps, entre l'idée et la première bouteille, eh bien, il y a eu plein de choses qui se sont passées dans ma cuisine, dans mon bureau, avec mon téléphone. Et puis, en octobre 2020, après 6 mois vraiment de bon confinement, là, la marque était lancée et créée, mais toujours en side job à ce moment-là. Et donc, il a fallu que je travaille encore pendant 1 an et demi chez Umicore à ce moment-là pour avoir une sécurité en fait financière, parce que je ne savais pas du tout garantir que cette boisson allait plaire au public, que moi j'allais m'épanouir là-dedans. Et donc en fait pendant 1 an et demi j'ai chevauché mon travail est culte, et donc c'était le soir, le week-end, et à un moment c'était trop, et je me suis dit ok, maintenant il faut démissionner, sinon je vais rien faire convenablement. Et voilà, en mai 2022 j'ai lancé Culte à temps plein, enfin j'ai repris Culte à temps plein, quoi. Et du coup, toi, tu n'as pas du tout, par tes études, une formation à l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Parce que finalement, le métier technique, tu le connaissais bien, mais peut-être toute la partie plus vraiment entrepreneuriale, lancement d'entreprise, développement. Oui, je pense que l'entrepreneuriat, on ne l'apprend pas. On peut avoir des cours à l'UNIF d'entrepreneuriat. Au final, même j'en ai eu un. Je pense que ce qui est très important, ce qu'on néglige souvent, c'est quand même avoir des bonnes notions comptables. C'est bête ce que je dis peut-être, mais vraiment des bonnes notions comptables et des bonnes notions de chiffres, quoi. Parce que là-dedans, mais il faut pas oublier cette notion de tout ce qui est chiffré et parfois un peu chiante. Oui, à quel dis-tu? On a déjà parlé dans une autre émission, donc je ne reviendrai pas sur le sujet, mais je suis 100% d'accord et j'en ai fait les frais moi-même. Donc oui, tout à fait. Est-ce qu'on passerait à Julie? Ok. Du coup, je vais présenter ce que je fais, un petit peu mon parcours, c'est ça le but. Depuis décembre 2022, maintenant je suis General Manager chez Clone. Donc Clone, qu'est-ce que c'est? Parce que je suis pas sûre que vous connaissiez. Ok, vous connaissez déjà. Donc en fait, on crée des marques virtuelles clés en main pour des restaurants classiques qui reçoivent déjà des gens dans leur restaurant en salle, qui font aussi peut-être déjà de la livraison, mais qui peuvent produire plus. Qui ont déjà une cuisine en place, du staff engagé, un loyer qui est payé, donc il y a vraiment tout ce qu'il faut comme équipement. Et nous, on vient leur ajouter une marque virtuelle qui vont développer pour la livraison directement via les plateformes de livraison, Deliveroo, Uber Eats et Takeaway. Par contre, on n'est pas super healthy partout, donc on a commencé le développement de la Belgique
j'ai choisi les marques les plus fat, d'abord pour commencer, parce que c'est vrai qu'en food delivery, généralement, on aime bien faire le petit plaisir crapuleux et se commander un burger. Donc on a développé des marques telles que JFK, Orgasmeat, 6am, donc on a du poulet frit, on a du poulet coréen, à l'américaine. Donc voilà, on a un panel ici maintenant en Belgique de 25 marques qui ont été développées, dont des marques locales, parce qu'à la base, Clown, c'est une entreprise française. Et on a développé une marque de mitraillettes qui s'appelle Fries Bomb. On a eu notre premier restaurant là en ligne il y a 2 semaines, à Anderlecht d'ailleurs, c'est juste ici à côté. Et on va avoir notre premier Cap Salon, donc Caps Original, qui va être mis en ligne cette semaine-ci. Donc voilà, je vous conseille de tester et de me dire ce que vous en pensez. Et vraiment, dans le monde de la food delivery, quand on parlait de nouveaux moyens de consommer, pour moi, c'est vraiment une révolution, en fait, la food delivery à l'heure actuelle, parce qu'on est de plus en plus occupé. On a de moins en moins le temps de cuisiner, surtout quand on s'occupe d'entreprises, quand on s'occupe de personnes à manager. Et c'est vrai que moi, j'avoue que je me fais parfois même livrer à midi pour le soir, que je reprends cette nourriture chez moi. Donc je ne suis pas franchement le bon exemple là-dessus, ou je suis un très bon exemple parce que je consomme énormément. Et c'est vrai que d'arriver dans le monde de la food, je pense que je suis un petit peu née dedans. Mes parents, par contre, j'avais pas une grand-mère gourou healthy. J'avais des parents qui ont une friterie pendant plus de 30 ans. Donc, j'aime bien dire que je suis une fille de la frite. J'ai pelé des patates. Ça, j'aimerais bien mettre sur mon CV, moi. Fille de la frite, c'est génial. Je sors à un restaurateur directement, ça fait un bris de glace génial. Quand je leur parle des yeux, des pommes de terre, là, c'est bon, ils veulent m'engager aussi. Et c'est vrai que j'ai toujours baigné là-dedans. Enfin, quand on a des parents qui ont un commerce, qui n'ont pas d'employés, on ne partait pas en vacances. J'ai jamais été éduquée aux vacances. Par contre, un été, je me rappelle que mes parents nous ont dit on va se faire beaucoup de restaurants gastronomiques tout l'été. Et donc, dès 6 ans, je me rappelle, j'ai mangé des rognons. J'ai vraiment été éduquée à goûter un peu vraiment de tout, à développer mon palais aussi avec le vin. Je pouvais tremper mes lèvres dedans. Donc, il y a toujours eu cette culture de la food. Et je ne suis pas directement dans mon parcours professionnel tombée dedans parce que j'ai fait des études d'art. Donc, vraiment rien à voir. Et par dépit, je suis tombée dans le monde commercial. Donc, il fallait à un moment donné que je mange, que je paye mes factures. J'ai travaillé B2C, Inside Sales, télécommunication, donc vraiment le truc, les gens qui vous appellent chez vous, qu'on avait encore un fixe parce qu'on n'a plus, c'était peut-être moi qui vous ai appelé. C'est ça, c'est sur les portables maintenant. Et voilà, en fait, je suis vraiment partie du terrain avec mon téléphone et petit à petit, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont fait évoluer, qui m'ont fait confiance et je suis arrivée là où je suis maintenant, chez Clown, avec différents postes d'aide of sales avant, à des niveaux internationaux, aussi dans la food delivery principalement. Donc j'ai fait 8 ans de food delivery pour arriver là où je suis maintenant. Alors, on sait que le Covid a beaucoup fait bouger ce marché-là parce que je trouve qu'avant le Covid, il y avait un peu cette image de se faire livrer à manger. Ça existait déjà, évidemment. Ça existait déjà via des plateformes, voilà. Mais c'était un peu, finalement, c'est un luxe de consommateurs au détriment des restaurateurs et des livreurs. Et puis, on s'est rendu compte pendant le Covid que, d'abord, on avait tous besoin de se faire ces plaisirs-là. Voilà, ça, c'est une première chose importante. Et puis que c'était un outil essentiel aussi pour les restaurateurs dans leur développement. J'imagine que ça, toi, tu as observé de très, très près. Je l'ai observé de très, très près. Là où on avait des sales... je travaille chez takeaway.com, on avait des sales qui chassaient des restaurants pour qu'ils travaillent avec notre service de livraison ou aussi signaler que les livreurs chez Takeaway sont des livreurs qui sont employés, qui ont une assurance santé, il y a vraiment toute de la mutuelle, etc. Donc ils ont droit à tous les avantages des employés, donc ça c'est bien. Mais on voyait vraiment le concept de devoir chasser le restaurant et pas tant le restaurant qui venait qui était demandeur. Quand le Covid est arrivé, ce qui s'est passé, c'est que les restaurateurs
ont eu besoin, ceux qui n'étaient pas digitalisés, parce qu'il y en avait beaucoup quand même qui s'étaient digitalisés, mais il y en avait certains qui n'avaient pas du tout pensé à ça, qui ne voulaient pas penser à ça. Parce qu'il y en a certains que je peux comprendre, ce sont des puristes, ils se disent, moi, je gère ce que je mets dans l'assiette, dans ma cuisine, qu'on dépose sur la table. Une fois que ça sort du restaurant, que quelqu'un d'autre vient prendre cette commande, il y a un autre intervenant, la température, la texture, à quoi ça ressemble dans un packaging, c'est complètement différent la mise en place. Donc il y a aussi ce savoir lâcher prise du plat qui a été préparé avec amour, avec passion. Mais ces restaurateurs-là se sont retrouvés en fait du jour au lendemain sans avoir la possibilité de continuer à faire de l'argent. Et ça a été une énorme révolution malheureuse où là, ces restaurateurs-là ont vraiment eu besoin d'acteurs de livraison tels que Uber, Deliveroo et Takeaway pour pouvoir continuer à fonctionner. Et là, on était saturé de demandes. Vraiment saturé de demandes. Il y a eu des gestes qui ont été faits où, par exemple, les commandes pick-up, où il n'y a pas eu de commission qui ont été prises. Ça, c'était un très, très beau geste du CEO et fondateur de Takeaway. Donc, il y a eu des belles choses qui sont faites envers les restaurateurs pour les aider et les soutenir. Et c'est vrai, quand on ne fait pas la livraison, on n'a pas de packaging adéquat. Donc, il fallait vraiment qu'ils s'y mettent. Maintenant, on se rend compte que, je ne vais pas dire quasiment tout le monde est digitalisé, parce qu'il faut se rendre compte à l'évidence, il y a certains produits qui ne se livrent pas. Je trouve qu'il y a des produits après, je ne suis pas là pour juger quelqu'un qui se commande un steak frites salade, mais la viande continue de cuire dans le packaging, la salade par la même occasion. Donc il y a vraiment toute une mise en place. Après, il y a plein d'autres produits qui sont plus gastronomiques, qui sont vraiment très compliqués à livrer. Ces restaurateurs-là ont arrêté la livraison parce qu'ils ont récupéré les gens dans leur salle. Et c'est là où nous, on intervient. Parce qu'ils ont vu l'intérêt de la livraison. Ils n'ont pas forcément les produits à livrer. Et nous, on a des marques clés en main qu'on vient leur mettre directement à leur disposition, où ils ne doivent pas réfléchir au développement d'une marque, que ce soit le côté marketing, le côté gérer les plateformes de livraison, tout ce qui est shooting, description, promotion. Nous, on fait tout ça pour qu'on ait vraiment la layer entre le restaurant et les services de livraison en implémentant ces marques-là, avec tout ce qui est supply, donc la food, le packaging qu'il a mis directement à disposition. On a vraiment sélectionné les produits qu'ils doivent utiliser en fait pour préparer nos recettes. Oui, et effectivement, les produits sont pensés dans une optique de livraison. Donc voilà. on est dans des temps de préparation qui sont assez réduits en fait. On est sur des smash burgers, mais déjà on va presser la viande, ça va accélérer la cuisson. Sur la plancha, on est pour une commande d'un panier moyen de 35 € sur un temps de préparation de 8 minutes. Oui. Donc effectivement, dans une cuisine, c'est une façon quelque part de rentabiliser aussi. On ne peut pas commencer à tout révolutionner dans la cuisine d'un restaurateur. Il doit garder son restaurant avec son business qui doit continuer à bien fonctionner. On ne doit pas venir et lui rajouter une charge opérationnelle qui va avoir un impact négatif sur ses cuisines. Donc nous, on va être aussi assez difficile sur le partenaire à qui on va proposer. On ne va pas signer tout le monde. On va vraiment vérifier que déjà, il a un staff de qualité qui peut gérer des opérations, qui peut gérer un flux de commandes. Parce qu'on a eu un partenaire, après c'était le premier jour de l'an, mais il a pris 300 commandes. 300 commandes, pour absorber ça, c'est énorme. Donc là, il faut qu'on puisse trouver des restaurateurs qui ont la capacité de pouvoir gérer plus sans augmenter leurs coûts fixes. Parce qu'après, le système de rémunération, du coup, n'est plus du tout en raccord, parce qu'on est 3 acteurs à prendre notre part, en fait, sur la commande. Il y a le service de livraison qui prend sa commission, nous qui prenons une partie, et le restaurateur qui doit aussi s'y retrouver, parce que sinon, s'il y en a un qui se sent lésé dans l'histoire, ça ne peut pas fonctionner sur du long terme. Et pour le moment, ça fonctionne bien sur du long terme. Ça fonctionne bien sur du long terme à partir du moment où on choisit bien un restaurant qui n'est pas dépendant de nous. Donc on ne se qualifie pas on ne va pas sauver la restauration pour des gens qui ont peut-être souffert du Covid, mais je pense aussi aux restaurateurs sur Liège. Ça fait 3 ans qu'ils se prennent des travaux dans le centre. Ils ont prolongé de 2 ans. Donc ça fait 5 ans que le centre de Liège est vraiment sans dessus. Pas fréquenté. Et quand il y a la pluie, les gens ne veulent même pas sortir et aller au restaurant. Quand ils sont très très impactés, on ne va pas sauver des restaurants qui n'ont plus personne dans leur salle en fait. Notre système de rémunération ne peut pas
vraiment prendre en charge tous ces coûts fixes. Par contre, on peut optimiser justement leurs coûts fixes en rajoutant une rémunération supplémentaire par rapport au travail fourni et on va dire qu'on est la cerise sur le gâteau. Oui, c'est ça. Voilà, on sait, je disais au tout début de mon intervention qu'effectivement, il y a beaucoup une image à la fois des opérateurs de livraison, mais aussi des opérateurs intermédiaires, comme peut l'être Clone. Les restaurateurs ne voulaient pas travailler avec parce que les marges étaient trop importantes et ça se disait beaucoup effectivement que c'était finalement une exploitation dans un métier qui est déjà pas forcément simple. On sait que l'ORECA, c'est pas les métiers avec les conditions de travail, c'est un métier merveilleux mais qui est difficile, notamment en termes de... Je veux dire, il y a beaucoup d'énergie qui doit être dépensée, les coups de feu, c'est compliqué à gérer en fait, il faut avoir les nerfs. Après, peut-être que je me positionne du coup, je suis de l'autre côté de la barrière. Je pense que le côté exploitation des livreurs, je ne vais pas dire que je suis un petit peu le cul entre deux chaises, je ne sais pas si je peux dire ça, mais je l'ai dit, c'est pas grave. Vas-y, dis tout ce que tu veux. Mais c'est vrai que je pense qu'on peut laisser la liberté aux gens d'avoir, que ce soit Uber les taxis par exemple, d'avoir la possibilité de se connecter quand ils veulent pour pouvoir travailler. Il y a beaucoup d'étudiants aussi qui décident de faire ce genre de job pour pouvoir vraiment avoir la possibilité de gérer leur emploi du temps et de se connecter, de gagner l'argent quand ils veulent et de ne pas avoir un contrat fixe avec des heures déterminées qui leur permettent de ne pas avoir cette flexibilité. Maintenant, est-ce que oui, il y a des dérives où c'est vrai qu'il y a des gens qui revendent leur compte à d'autres personnes, bien évidemment, donc ça c'est carrément l'exploitation. Ceux qui revendent leur compte à d'autres personnes, je trouve ça honteux. Je pense qu'il doit vraiment avoir un clean-up là-dessus parce que c'est de l'esclavagisme moderne. C'est quelque chose qui n'est pas envisageable, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui ont besoin d'avoir cette flexibilité-là et de travailler en tant que livreur. Pour les restaurateurs, je pense qu'il y a plus de manque à gagner de ne pas faire de livraison que de faire la livraison et de donner une commission, même avant le Covid. C'est vrai qu'avec le Covid, il y a eu plus de gens, que ce soit le consommateur qui a plus commandé, ceux qui n'avaient pas encore passé le pas, qui se sont habitués, parce qu'en fait, c'est vraiment limite une drogue. Oui, c'est addictif. C'est très, très addictif. Et c'est vrai qu'on prend vite des habitudes. Je pense encore plus en Belgique, on prend vraiment vite des habitudes de consommation et on a du mal parfois à changer ses habitudes. Là, tout le monde a été forcé, entre guillemets. Enfin, pas tout le monde non plus. Je pense pas qu'on a eu 100% de conversion sur toute la Belgique. Mais je pense que le consommateur avait aussi envie d'aider l'ORECA et donc les gens n'ont pas été forcés, ont voulu. Il y avait clairement un message de ce type-là dans les médias, etc. On a besoin de vous, on a besoin que vous commandiez. Voilà. Oui, c'était important, je pense, de le faire, mais c'est vrai que les restaurateurs, s'ils devaient maintenant ne pas passer par les plateformes de livraison et faire leur livraison eux tout seuls, ce serait compliqué de savoir gérer une flotte de livreurs. C'est pas leur corps de métier à certains. Ils veulent pas gérer une flotte de livreurs parce que ça fait il faut gérer des ressources humaines encore en plus, il faut gérer des personnes, il faut gérer des véhicules parce qu'il faut qu'ils soient véhiculés ces gens. Donc il y a vraiment toute une gestion pour savoir combien de livreurs il faut pour combien de commandes. Beaucoup de restaurateurs ne veulent pas le faire. À la base, ceux qui ont commencé à le faire, c'était vraiment les pizzerias parce que c'était le produit le plus commandé et qu'on commandait par téléphone à la pizzeria d'à côté. Mais le restaurateur n'a pas envie de faire ça et c'est pour ça que ce concept lui convient parfaitement. Parfait, on va continuer à parler du marché après, mais on va peut-être d'abord passer à ton parcours, Clémence. Voilà, donc toi aujourd'hui, tu es à la tête du réseau Hors Normes, un réseau qui accompagne donc les entrepreneurs dans leur aventure entrepreneuriale. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre pour celles qui entreprennent? Plusieurs choses. Du coup, moi, de mon background on va dire professionnel, j'ai étudié à l'IEX en communication. J'ai fait du marketing dans plusieurs boîtes, que ce soit dans des petites startups, PME, très grosses boîtes. Donc j'ai vraiment pas mal de boîtes et de différences au niveau des process dans toutes ces entités. Ce que j'ai préféré moi, en fait, c'était mon propre travail en tant qu'employé dans les startups. C'est là qu'il fallait se retrousser les manches et faire des choses
et on ne discutait pas pendant 14 heures sur un sujet qui parfois n'avançait à mon goût pas assez. J'ai appris énormément dans toutes ces boîtes également. Donc après ce parcours dans plusieurs boîtes et dans plusieurs styles de boîtes, je suis partie aux États-Unis avec mon compagnon de l'époque, qui est aujourd'hui mon mari, mais il a été lui transféré pour son boulot. Je l'ai accompagné en me disant génial, on n'a pas d'enfants, on n'a rien à faire, hop, on lâche nos boulots. Enfin, je lâche mon boulot, lui il continuait et je trouve un boulot sur place. Mais c'est vrai qu'il me manquait quelque chose au niveau de mon parcours pro et je n'arrivais pas à identifier ce qui me manquait réellement. Je pense que j'avais besoin de construire quelque chose. Je me suis mise donc dans un réseau aux États-Unis. Et c'est là en fait que je me suis dit c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça que je veux faire. Et en fait ce réseau n'était pas un réseau pour entrepreneurs, mais j'ai essayé de chercher un petit peu de par mon expérience ce que j'avais vraiment aimé et j'ai construit le réseau comme j'avais envie de l'imaginer et de le concevoir. Et c'est comme ça, pendant le Covid, du coup, que Hors Normes est né, des heures de balade dans les rues de New York vides, où j'ai brainstormé du coup avec mon compagnon et où finalement j'ai trouvé ce que j'avais réellement envie de proposer aux femmes entrepreneurs. Et pourquoi j'avais envie de les aider? Mais d'une part, je trouvais qu'en fait les femmes n'étaient pas assez visibles en Belgique. Donc je pense qu'au moment du Covid, on a tout été beaucoup sur nos réseaux sociaux, à scroller plein de choses, voir tous les projets qui existaient et je trouvais ça dingue, mais il y avait beaucoup de choses en France, au UK, aux US, en Belgique aussi certes, mais très peu de projets féminins. Et je me suis dit, c'est les mêmes femmes qu'on retrouve tout le temps dans les articles presse, et je pense qu'il y en a d'autres, et j'ai envie de changer ça. Du coup, je suis un petit peu moins dans la food aujourd'hui que Mathilde et Julie, mais je me suis dit, j'ai envie de mettre des femmes entrepreneurs de tout secteur, de toute activité, sous un nom hors norme et créer un réseau qui va les aider à mener leurs projets à bien à travers multiples styles d'événements, donc des moments de réseautage pur, des workshops, donc des formations, des talks inspirationnels, donc j'invite un ou une entrepreneur à venir expliquer son parcours, et puis des petits déj qui sont des moments d'intelligence collective où on brainstorm ensemble sur des challenges communs ou pas qu'on a en tant que femme. Donc c'était vraiment l'envie d'une part de me dire je vais identifier des femmes qui sont entrepreneurs et qui existent en fait à ce jour, mais dont on n'est pas au courant parce qu'elles ne se mettent pas vraiment en avant. D'autre part, je me suis dit, en créant Hors Normes, je vais peut-être donner envie à d'autres femmes d'entreprendre. Ça, c'est vraiment, on va dire, passivement que je le fais via ma com et via, du coup, ce que je savais faire, communiquer. J'imagine peut-être qu'il y en a qui disent, ah, c'est sympa, j'ai envie de devenir entrepreneur et je sens que je peux passer le cap, et donc elles le font. Je ne le saurai jamais. Malheureusement, je ne peux pas identifier. Et puis le fait que, une fois que j'ai repéré et que je sais qui sont ces femmes entrepreneurs, les aider quand même à mener leur projet à bien, identifier leurs besoins, échanger entre elles, et je pense qu'elles peuvent s'apporter beaucoup de choses. Donc c'est comme ça que Hors Normes est né. Le nom de ton réseau, Hors Normes, il n'est pas choisi au hasard. Alors c'est vrai que la norme dans l'entrepreneuriat, c'est un peu l'homme blanc, hein, comme on disait, l'homme blanc d'un certain milieu socio-économique, d'une certaine culture, d'un certain âge, voilà. L'idée ici, c'est de visibiliser aussi clairement des parcours différents et de mettre en lumière leur singularité. Oui, alors c'était pas le parti pris n'était pas de dire il y a que des hommes entrepreneurs, etc. Même si intrinsèquement, je pense que de par notre éducation à toutes, ça a été le cas et les choses sont en train de changer. Donc, je préfère voir les choses positivement et de me dire qu'on va dans le bon sens. Mais c'était surtout parce que je pense que toutes les femmes du réseau Hors Normes, et en dehors de ça même, sont hors normes. Et donc, de par leur singularité, elles créent leur projet. Et donc, on peut avoir 14 fois le même projet, il ne sera jamais le même parce que chaque femme est hors norme. Les hommes aussi le sont. Donc, mais c'est de là qu'est venu le nom. Et en effet, ça aussi fait partie d'une balade brainstorming dans la rue de New York. Une longue balade. Petit détail, mais je rêve où ta chemise, c'est... je ne sais pas pourquoi je te vois avec cette chemise. Est-ce que c'est ta photo de profil ou c'est les couleurs de Hors Normes? Non, alors rien de tout ça. Rien de tout ça. Pas ma photo de profil. C'est pas des lignes. Non, c'est des formes de couleurs, mais pas ces couleurs-là. Je vais peut-être rentrer. Hein. Je sais pas. Il y a une idée. Ouais. Je penserai à toi la prochaine fois que je crée le prochain banner de mon événement. Et à la chemise. Je ne sais pas. En tout cas, c'était une question parmi tant d'autres. Très intéressante. Moi, je veux revenir sur quelque chose que tu as dit, donc sur la singularité de chacune et de toutes les entrepreneurs. Alors, on a déjà fait une émission qui avait cette thématique sur vers quoi les femmes vont comme domaine quand elles entreprennent.
On sait que les femmes ont parfois du mal à se trouver légitimes dans beaucoup de domaines, dans l'entrepreneuriat, dans d'autres choses aussi. On pourrait discuter des heures du pourquoi et du comment, mais voilà. Et qu'elles peuvent avoir tendance à investir des domaines qui sont traditionnellement féminins parce qu'elles s'y sentent plus légitimes. Et c'est le cas de la nourriture. C'est maman qui fait à manger à la maison. Donc voilà, même si on peut avoir aussi des images très masculines. Tu dis que c'était 2 parents qui tenaient la friterie. Est-ce que vous avez le sentiment que les femmes ont investi ce secteur food et qu'elles y ont fait bouger un petit peu les lignes? Je dirais que principalement, les restaurateurs sont des hommes. Oui, je dirais pas que c'est un secteur féminin. En effet, c'est un des secteurs qui est, je pense, représenté par certaines femmes, mais c'est pas un secteur féminin. Si je retourne la question hors norme, c'est clair qu'il y a plus de femmes qui sont dans la mode, la déco, la nourriture, et puis moins dans les services, même s'il y en a qui, en termes de produits, on va dire, moins dans les services tech. Mais je pense pas que ce soit un secteur féminin. La restauration, je pense vraiment pas spécialement, mais on va dire l'alimentaire, donc les marques, je pense que les femmes sont surreprésentées par rapport à la moyenne de l'entrepreneuriat, mais comme ça, là, je suis beaucoup plus en interaction avec des hommes au quotidien qu'avec des femmes. Voilà. Mais après, dans le healthy food, peut-être, en tout cas, par exemple, je pensais à tout ce qui est les réseaux, etc., et toute cette vague de personnes, je sais pas, ça peut être des influenceuses, ça peut être des foodies, etc., qui font la promotion justement de certains produits plutôt sains, plutôt véganes, plutôt dans cette idée-là. Et donc oui, c'est ce que je me demandais aussi, c'est est-ce que c'est parce que tout simplement on est attiré ou c'est parce que c'est une question de moment. En ce moment c'est la mode, ou en tout cas on retourne vers des choses un petit peu plus saines, etc. Ou alors est-ce que c'est simplement le fait que oui, en tant que femme on prend soin de nous, etc. Et donc on est plus je pense que amené à un moment. Tu as raison sur le fait que le public qui va communiquer à propos des nouveaux aliments peut-être plus tendance, ça va souvent être des femmes. Surtout parce que peut-être que le domaine de la communication sur les réseaux est peut-être parfois porté plus par les femmes, je ne sais pas, sur les healthy food en tout cas. Oui. Par contre, je pense dans la création de marque et dans l'entrepreneuriat derrière, donc de l'autre côté, là on retrouve beaucoup d'hommes quand même. Est-ce que toi c'est un vecteur que tu utilises, des personnes qui parlent de... Et oui, c'est souvent des filles, des femmes, filles. Tu as des influenceuses avec lesquelles tu travailles? Pas de manière récurrente, mais oui, c'est souvent, c'est presque que des femmes, je pense. Parce que j'ai eu un homme avec... Non. Dans le secteur food, il y a des hommes. Oui, il y en a, il y en a. Mais moins. Mais bon, Instagram, si on regarde, je pense que c'est majoritairement des femmes aussi. Oui, c'est un réseau qui est exactement assez investi par les femmes. Justement, les réseaux sociaux, on voit que la consommation de contenu lié à la nourriture continue clairement à augmenter. Et on observe que ceux qui consomment le plus, ou en tout cas la croissance est la plus forte dans la consommation de contenu lié à la nourriture, c'est essentiellement des très jeunes. Même pour les réseaux sociaux. Moi qui me suis mis une petite étiquette vieille depuis quelques temps. Voilà. Mais non. Et donc voilà, il y a vraiment un nouvel attrait. Alors on sait que les émissions de cuisine, etc. ont joué un petit peu là-dedans aussi. Mais il y a un nouvel attrait de la jeunesse pour la nourriture de façon générale. Et comme on disait, une façon de la consommer, ou en tout cas de l'approcher, qui est différente. Ça, c'est quelque chose que vous observez aussi? Je l'observe complètement parce qu'en fait, à chaque fois qu'on propose nos marques à des restaurateurs, on leur dit que nos marques, à la base, ça doit être Instagrammable. Donc ça, c'est vraiment le but de nos marques, du packaging qui est lié à ça, c'est que quelqu'un reçoit sa commande, qu'il a envie de la prendre en photo et que ça soit viral, que ça se partage sur les réseaux sociaux. Donc ça, la création de ces marques ont été vraiment dans cette direction pour le faire. Donc je pense que oui, les réseaux sociaux et la food, je pense que c'est complètement incontournable maintenant. Je pense qu'on a tout utilisé le hashtag foodporn. Je crois que... Non. Jamais. Ah bon? Il faut que je me mette l'étiquette vieille. Je fais partie des vieilles aussi, j'ai l'impression. Mais non, mais tu l'as utilisé, dis-moi. Je suis en train de réfléchir, justement. Peut-être bien. Dit non. Ok, c'est bon, je trouve une alliée là. Moi, chercher le hashtag foodporn. Moi,
chercher du contenu. Donc, voilà. Mais ouais, c'est vrai, même, je veux dire, si je voyage enfin, que je pars dans une autre ville ou un autre pays, je vais aller regarder sur Instagram et vraiment chercher food et le nom de la ville dans laquelle je vais. Ça, moi aussi. Donc, mais voilà, Oui, c'est c'est la même chose. truc que je fais en ayant confiance sur Instagram, c'est de chercher des endroits pour manger. Et donc, du coup, ça me... Comment dire, tout le reste, je me dis, c'est que des conneries. Mais il n'y a que ça où je me dis, ah non, mais ça, c'est... Ils ont raison. Oui, quand on pense à un TripAdvisor maintenant ou à un Google Rating, on l'utilise peut-être moins. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression que je suis directement portée sur Instagram. J'ai pas du tout été convertie à TikTok. Là, c'est moi mon étiquette vieille maintenant. On est toutes vieilles. Okay. J'ai l'impression qu'à chaque fois, je perds des neurones comme si je dois ouvrir ça. Mais après, Instagram, je pense que ça guide vraiment ma manière, en tout cas à moi, de consommer. Mais c'est vrai que je suis très, très influençable avec le marketing. Donc, dernièrement, j'ai pris une canette, c'était à la sève d'arbre. J'ai bu dedans, c'était de l'eau pétillante, en fait. Et je me suis dit que je me suis fait avoir. Mais tu sais comment faire. Sève d'arbre, je me dis, waouh, il faut que je teste. Mais c'est peut-être quelque chose de plus féminin. De tester des choses comme ça, de se sentir un petit peu plus influencé par ce genre de choses. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus féminin. Je sais pas non plus, mais j'ai un peu la même intuition, mais c'est vrai que je pourrais pas étayer plus que ça, mais c'est un truc que je sens aussi. J'ai l'impression qu'on est plus là-dessus. Et en plus, même la food, j'ai vu que c'était au-dessus, enfin que ça représentait sur Twitter et Instagram plus de tweets et de posts que même la beauté, par exemple. Et il arrive en 5e position, donc devant la beauté, devant d'autres secteurs, on se dirait c'est vraiment féminin, donc je pense. Il doit y avoir un lien. Je pense que c'est beaucoup plus facile aussi quand on poste du contenu plutôt que Enfin, après, il faut savoir aussi poster des selfies, commencer à faire parler de la beauté, etc. Oui. C'est beaucoup plus personnel qu'il y a aussi ce côté un petit peu plus de distance en montrant de la nourriture et où plus de personnes, en fait, vont passer le pas. C'est beaucoup plus facile que de se prendre en selfie. En tout cas, pour ma part, voilà. Oui, puis il y a un côté très universel. Je crois que... Ça réunit. Après, je pense dans mon entourage, je connais quand même 2 personnes qui s'en foutent de manger, qui mangent juste. Et ça, je ne comprends pas. Alors, moi, c'est vraiment, et c'est vraiment une amie super proche et je l'adore. Moi, c'est plus mon amie. C'est pas vrai. Oui, j'ai du mal à comprendre ça. Mais enfin, voilà, il y a vraiment quelque chose d'universel dans la nourriture. Et puis, je sais pas, il y a un contenu du coup auquel tout le monde peut adhérer assez facilement. Oui. Toi, Mathilde, tu as intégré toute cette partie communication, réseaux sociaux dès le début ou c'est venu après ? J'ai essayé de l'intégrer dès le début, mais c'est souvent ce qui passe un peu à la trappe. Ce qui prend beaucoup de temps, c'est finalement les opérations, gérer que les commandes soient livrées à temps à la bonne personne et qu'on démarche aussi en parallèle les clients. Donc la communication, c'est vraiment un volet qui bat un peu de l'aile chez nous. Mais voilà, c'est moi qui le gère à mes heures perdues, quoi. Et tu te prends en selfie ou pas? Non, alors si, j'ai dû m'obliger à poster des photos de moi sur le compte de Culte. Donc moi, j'ai fermé mon compte perso sur Instagram parce que ça me prenait trop de temps et peut-être que je perdais trop de temps dessus. Donc j'ai dit, j'arrête ça. Par contre, le peu de photos que j'ai de moi avec des bouteilles et tout, je les mets sur le profil de Culte parce qu'il n'y a rien à faire, c'est important de mettre une image derrière un produit, de mettre une personne derrière un produit et parler un peu de l'histoire, etc. Ouais, je le fais. On a tout un épisode qu'on a tourné tout à l'heure sur ça, sur le self-branding, le fait de devoir ou pas se montrer, pourquoi, qu'est-ce qui est intéressant. Oui, il faut un peu, même si c'est pas dans sa nature, je pense que c'est vraiment important d'oser le faire. Alors c'est toujours avec le bon équilibre parce qu'il y a des gens qui vont être spammers sur LinkedIn derrière, donc il faut, voilà, c'est pas évident, il faut doser. Comment Est-ce qu'on passe au piment? Oui, allons-y. Donc, on vous rappelle le principe. Sur ces piments, vous inscrivez une phrase qui vous a marqué, qui a donné un petit kick dans votre carrière. C'est sans filtre. Hein. Ouais. Tu dois bien sucer si tu as été promu si vite. Ah ouais, effectivement. Donc j'ai eu cette phrase-là au tout début de ma carrière.
c'était ma deuxième fonction où j'ai été promue. Et de manière totalement... c'est sorti cette phrase-là alors qu'on buvait des verres entre collègues. Et il y a un sales qui me sort cette phrase-là. À côté de son manager direct. Et moi, je regarde d'abord son manager pour voir s'il va intervenir, s'il va dire quelque chose. Il ne dit rien. Donc je me dis, voilà, il va dans le sens de son sales. Et du coup, je lui ai demandé qui il pensait que j'avais sucé, parce que c'est quand même important de savoir. Que tu puisses dire oui. Voilà, pardon, je savais non, parce qu'il n'y avait personne dans la société de toute manière. Donc voilà. Je savais déjà que c'était faux. Et il m'avait parlé du CEO et du general manager. Et je regarde de nouveau le manager de cette personne-là. Je vois qu'il ne dit rien. Et il y a deux options qui s'offrent à moi. Soit je lui donne une baffe. Voilà, j'ai eu ce sentiment-là où je me suis dit, je ne vais pas laisser ce con ternir ma promotion et entacher ça, en fait, avec ce genre de commentaires. Et du coup, j'ai regardé de haut en bas avec un regard extrêmement dédaigneux. J'ai tourné le talon et je suis partie. Et ça fait 10 ans, en fait, que j'ai cette phrase-là. C'était il y a 10 ans. Je ne regrette pas du tout ma manière de faire parce que vraiment... d'avoir, si je lui avais laissé quelques... qui pensent qu'en fait, de un, ça m'avait touchée. Ça ne m'a pas touchée, en fait. C'est juste que je me suis dit, c'est quand même fou qu'il y ait des gens qui pensent encore que quand on est promu, en tant que femme, c'est parce qu'on a couché. Et ça, j'ai trouvé ça quand même choquant, que des gens continuent de penser ça. J'ose espérer que les gens ne le pensent plus maintenant. Je ne sais pas, mais j'espère pas. Mais en tout cas, c'est une phrase à laquelle je n'ai pas voulu donner d'importance parce que moi, je n'ai pas été touchée, ça ne m'a pas fait mal ou quoi que ce soit, ça n'a pas remis en question en fait ma légitimité et je ne voulais pas le laisser remettre en question ça en y donnant de l'importance. Donc ça, c'était ma réaction. Et t'as pas voulu, ta réaction était bonne dans le sens où j'aurais pas mieux réagi. Je pense que c'est compliqué de réagir dans ce genre de moment, mais t'as pas voulu lui expliquer pourquoi il fallait pas... même si ça paraît logique, mais... Parce que du coup, tu ne lui as pas répondu, et donc est-ce qu'il n'y a pas ce sentiment, parce que tu dis que tu n'as pas été touchée, mais tu retiens quand même cette phrase parce qu'elle est impactante, et oui. Je pense que je l'aurais retenue aussi. Après, il a postulé chez Clone. Il y a osé. Il y a du coup 4 mois. J'ai expliqué au recruteur non, parce que quand on me sort cette phrase-là, jamais de la vie. Et je ne lui ai même pas laissé 5 minutes en fait. Donc du coup, voilà. Ça, je pense que... t'es pas sadique, moi je l'aurais reçu et tout. Non, je... Pour après lui dire non. Ouais. J'ai donné un rendez-vous à l'autre bout de Bruxelles. Oui, alors dis-moi un peu plus. Non, j'ai pas fait ça parce que j'avoue que... T'avais pas le temps. J'avais pas le temps. Et puis, j'ai lui expliquer, je veux dire au moment même, peut-être pas maintenant en effet, mais... Peut-être que j'ai pas le côté où parfois je pense qu'il y a des gens... C'est comme si tu parlais à un mur, en fait. C'est juste, ils ont des idées tellement préconçues. Après, si personne n'éduque les gens, il n'y a rien qui va changer. Parce que son manager non plus n'a pas réagi. Je pense qu'il y avait une éducation à faire à toute la table qui n'a pas réagi. Parce que moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. De toute façon, ces phrases-là, elles disent quelque chose de la personne qui les énonce et pas de la personne à qui elles sont adressées. Et il n'y a, à mon avis, pas d'intérêt à dialoguer avec ce genre de personnes. Par contre, sur la réaction du manager, moi, elle m'interpelle moi, c'est ça vraiment qui m'a le plus choquée, en fait, finalement, dans cette histoire. Et en fait, moi, ma revanche, ça a été de leur montrer... Quand j'ai été promue, donc j'ai été promue Head of Inside Sales chez Groupon à l'époque, quand c'était la belle époque de Groupon. Et les Inside Sales, c'était ceux qui rapportaient le moins de chiffres. Quand je suis partie, les Inside Sales rapportaient le plus de chiffres. Et ils passaient au-dessus des Field Sales, qui coûtent plus cher à une société, les Field Sales, que des Inside Sales. Et ça, moi, ça a été ma revanche, juste de montrer, de prouver que si j'avais eu cette place-là, c'était pas pour rien. Et c'était vraiment en faisant mes preuves, j'ai toujours fonctionné de cette manière-là en me disant vous allez voir, c'est plus vous allez voir sur les résultats et c'est très très important pour moi. Quand on est dans le milieu commercial, de toute manière, tout ce qui est résultat, très important, voilà, c'est ce qui compte. Et c'est toujours là-dessus que je me suis battue à la loyale. Donc voilà. Très intéressant, c'est interpellant. Ouais, ça c'est clair. Reviens nous voir quand tu auras un cofondateur, de préférence masculin,
si tu es toute seule, on ne préfère pas investir. Ouh. Ok. Ouais, alors on est beaucoup plus poli dans les termes, mais ça me semble aussi quand même très très violent. Extrêmement violent. Alors, l'aspect si t'es toute seule, on préfère pas investir, je peux l'entendre. S'il m'arrive quelque chose, ok, ben c'est vrai qu'il y a peut-être plus de boîte, donc je peux l'entendre. C'est souvent comme ça. Oui. Les investisseurs n'aiment pas investir dans des projets solo. Ça, c'est une première partie. Effectivement, il y a une question de risque qui peut être légitime. Voilà, donc ok, ça je l'entends bien. Mais il y a eu plusieurs fois quand même un martèlement sur le fait qu'idéalement, ce serait un homme à côté de moi. Probablement parce qu'on pense qu'un homme, c'est mieux compter, réfléchir qu'une femme, et qu'une femme, c'est mieux faire un produit alimentaire. Je sais pas quel était le cliché derrière, mais j'ai même pas osé relever. Je me suis surtout dit, en fait, j'ai pas envie d'argent de ces gens-là, et pour l'instant, j'ai plutôt mené ma barque moi-même et trouvé d'autres moyens de financer une entreprise au lieu de s'entourer de gens qui sont pleins de stéréotypes et de préjugés. Surtout qu'avec une autre intervenante, on parlait du fait que souvent les investisseurs investissent aussi dans des personnes, dans des en même temps que dans des projets. Donc il y a aussi une question d'affinité ou de à quel point la personnalité qu'ils ont en face d'eux les a marqués ou les convainc. Ouais. Ouais, tout à fait. Et du coup, là, c'est clairement pas rassurant, quand bien même ils accepteraient de s'embarquer dans des aventures aussi importantes avec des gens qui pensent déjà comme ça, quoi. En fait, je pense que le problème, là, il réside dans le fait que si on a envie de voir les choses positivement, je crois fondamentalement, alors que j'ai créé Hors Normes, qui est un réseau pour femmes, que les boîtes et les startups et les entrepreneurs qui ont des équipes mixtes fonctionnent mieux, parce que je crois vraiment que les synergies sont les bonnes. Par contre, en effet, je pense pas que les investisseurs disent ça à des hommes. Quand eux ont 3 cofondateurs masculins, ils ne disent pas si tu avais trouvé une femme, voilà. Et ils ont investi 2 fois dans des boîtes avec une fois 3 cofondateurs hommes et puis une fois 2 cofondateurs masculins également. Ouais, voilà. Donc c'est pas la bonne. C'est parce que c'est des hommes qui parlent aux hommes et ils parlent la même langue, on va dire. Et comme tu dis, je pense que tu as un vrai point ici, c'est que du coup mon cofondateur c'est un homme par la suite, Edouard. On est super complémentaires, mais ça devait pas être un prérequis. Dans le même prix, c'était une fille, c'est génial. Effectivement, c'est dingue. On parle d'entrepreneuriat féminin depuis longtemps. On a par exemple des fonds qui sont créés spécifiquement pour financer les projets qui sont portés par des femmes. Et pourtant, en toute décontraction, on te dit ça comme ça. On se demande un peu quand est-ce que ça va bouger, quoi. C'est un peu désespérant. Je pose la question, oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'on a reçu quand même beaucoup de personnes, de femmes qui avaient cofondé ou qui s'associaient par la suite à des hommes. Et donc c'est vrai que dans beaucoup des projets, la plupart des intervenantes qu'on a reçues sont avec des équipes, des duos mixtes. Ouais. C'est intéressant. Tu es le seul genre de femme qu'on veut comme manager. Oui, on m'a sorti ça dernièrement, qu'apparemment, pour être manager ou pour être general manager, head of sales, il faut être un type de femme particulier. Du coup, généralement, quand les gens disent ça, moi, je laisse développer pour savoir s'ils creusent plus leur tombe ou ils arrivent justement à sortir un petit peu de ce qu'ils ont dit. Donc, je les laisse continuer. Et là, c'était le côté où justement, t'as une fille qui est quand même, t'as une manière de penser assez masculine. Donc je trouvais ça un petit peu bizarre. Donc ça veut dire quoi? Que nous, on est censé penser make-up, un genre de cliché où on se dit, la femme, elle doit être que dans ce... infirmière. Oui, ou aussi travailler dans du marketing ou ressources humaines, ou comme ma maman, quand je faisais mes études, je disais, faut que tu deviennes secrétaire. Pour elle, c'était genre la réussite. C'est une fille qui devient secrétaire, c'est bien. Oui, parce que c'est vrai que je peux être directive quand il faut, et que ça, on imagine que c'est pas forcément quelque chose de féminin, et aussi parce que quand ils font, mes équipes sont majoritairement masculines, et quand ils font des blagues un peu grasses, c'est vrai que j'en remets une couche, et ils ont l'impression que c'est quelque chose qui est peut-être exclusivement masculin. Non, nous avons aussi la possibilité de faire des blagues un petit peu grasses, oui. Voilà. Donc, voilà. C'est vrai que c'est un sujet qu'on a déjà abordé. On a tendance à genrer une série de qualités liées au management, et c'est bien là qu'il y a un problème, parce qu'en fait, c'est plutôt l'idée devrait être, ok, c'est quoi un bon management? Qu'est-ce qui existe comme type différent de management? Et
de rester à ce stade-là de la réflexion et de ne pas Exactement. pousser sur ça c'est un profil masculin, ça c'est un profil féminin, quoi. Oui, parce que je pense que même en tant que femme, on ne doit pas tomber justement dans cette manière de citer en tant que femme, on a tel type de management. Non. Je ne pense pas qu'un homme manager va avoir une autre manière de manager qu'une femme. Il y a des mauvais managers dans les deux sexes, il y a des bons managers dans les deux sexes, quoi qu'il en soit. Et je pense que parfois, à tort, en tant que femme, on se met des étiquettes déjà à nous-mêmes. On est plus organisé. C'est le genre de choses que j'ai déjà entendu en entretien d'embauche aussi, dire que oui, en tant que femme, on est plus organisé. Non, j'ai été extrêmement désorganisée. Quand j'ai commencé, je n'étais pas du tout organisée. Donc il y a des choses aussi où nous-mêmes, il ne faut pas qu'on rentre dans ce piège où on va se mettre des étiquettes en tant que femme, mais plutôt en tant que personne qui effectue une fonction, que ce soit de l'entrepreneuriat, du management ou peu importe la tâche en fait. Nos qualités et nos défauts ne sont pas définis par notre sexe. Après, c'est peut-être tentant aussi de se couler dans les moules, dans les stéréotypes très masculins pour pouvoir faire sa place là où les femmes n'y sont pas encore beaucoup, et donc d'adopter une série de codes pour être plus facilement intégrées, quoi. Oui, je pense qu'après, de toute manière, ce qui fonctionne en règle générale, entrepreneuriat ou du management, de la direction, c'est d'être naturel. Oui. Je crois que ça, c'est ce qui fonctionne sur du long terme. Sinon, c'est pas fluide avec des équipes. On peut pas mener une équipe qui a l'impression qu'on se met une façade. C'est pas possible. Donc, de toute façon, c'est très difficile. Enfin, voilà, moi, j'ai vécu ça dans ma carrière, un moment où je me suis retrouvée à une position de management avec des N+1, N+2 qui avaient des façons de manager très, très directives, qui me voyaient arriver d'un mauvais œil parce que moi, c'est pas dans ma personnalité. Je suis pas comme ça. Voilà, moi, clairement... les traits empathiques sont dominants et parfois vraiment je le regrette, hein. J'aimerais bien être assertive, j'aimerais bien pouvoir m'imposer, mais on peut être un mix des deux aussi, je pense, c'est ça le mieux. Et c'est horrible d'essayer de travestir sa personnalité. Oui. C'est vraiment très très compliqué. En plus, du coup, à ce moment-là, là où on peut déjà avoir du mal à se sentir légitime, là, moi, je me sentais complètement illégitime, quoi. C'était pas mes outils, je savais pas les utiliser comme il fallait, on me les imposait, enfin, c'était vraiment très, très compliqué. Et en plus, tu avais été choisie pour cette fonction-là de management pour une raison. Oui. Et c'était aussi ton empathie, j'imagine, oui, pour peut-être contrebalancer avec ce N+1, N+2. Là où j'avais pas du tout le soutien de moi N+1 et de moi N+2, j'avais un soutien total de mes équipes, par contre, où j'exerçais déjà d'autres positions de management. Voilà, on monte petit à petit. Ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs dans le fait c'est le plus important, je pense. de vivre ça relativement sereinement, quoi. Parce que on a beau faire, hein, la nature, notre nature, elle revient. Non, c'est sûr. C'est vrai que moi, j'ai appris du coup à être empathique par le parcours. Et c'est vrai qu'au départ, je pense en tant que femme, on se dit que l'empathie, c'est une faiblesse. Il ne faut pas tomber dans ces travers-là parce que je connais des hommes qui sont... j'ai 2 team leaders dans mon équipe qui, je pense, sont plus empathiques que toutes les team leaders que j'ai pu avoir dans ma carrière. Et c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus sensibles, même et à fleur de peau que moi, mais c'est aussi pour ça que je les ai choisis. Parce qu'après, dans le management, c'est toute une question d'équilibre, c'est de savoir contrebalancer, de faire des brainstorming, d'arriver à des décisions qui fonctionnent pour tout le monde. Si on a le même type de direction, le même type de manager, je pense que toi aussi, peut-être avec ton cofondateur, tu as cherché aussi quelqu'un qui te complémente. Et ça, c'est ce qui fonctionne le mieux sur du long terme. Je n'aurais jamais osé poser cette question s'il y avait des hommes dans la salle. Du coup, ça vient de moi. Oui, en effet, c'est une question en fait, qui revient, enfin, c'est une phrase, une information qui revient souvent en fait, lors des événements hors normes que j'organise. J'aimerais beaucoup qu'un jour, hors normes soit un réseau mixte, parce que je crois, comme je l'ai déjà dit, à la force de l'équilibre de plein d'humains, on va dire, ensemble. Mais malheureusement, en fait, quand j'entends cette phrase, je me dis que je suis encore nécessaire aujourd'hui et qu'on a besoin d'être entre nous, entre femmes, pour pouvoir communiquer librement et oser poser des questions à des intervenants de manière
ouverte et libre. Et moi, ça m'interpelle parce que je ne pense pas être intimidée par des hommes si je dois poser un jour une question dans une assemblée, à une conférence, enfin, quoi comme peut-être en fait, ou à une conférence ou autre. Mais du coup, je me suis dit, tiens, en fait, Ornorm a une utilité vraiment spécifique, c'est de permettre aux femmes de poser leurs questions librement. Et voilà. Est-ce que ça dit un peu entre les lignes que les femmes ont peur du jugement des hommes ? Je pense que les femmes ont peur, c'est de la peur, oui. C'est de la peur d'être jugée parce que la question est bête ou je pense. Et ton envie de mixité, elle est venue par la suite ou c'était déjà, tu pensais déjà faire quelque chose de mix et puis mixte? Elle est là sans être là, elle est venue assez vite et surtout j'ai beaucoup d'hommes qui m'ont posé la question est-ce qu'un jour tu seras un réseau mixte, et en fait je suis pas du tout contre, mais maintenant je pense que je pourrais pas être un réseau mixte aujourd'hui parce que j'ai jamais posé la question aux membres, mais elles ont ce besoin peut-être sécurisant mais c'est clair que je pense que c'est en ayant un réseau on va dire 50-50, les réseaux mixtes aujourd'hui n'ont pas cette parité. Et donc, si un jour, on a un réseau où il y a plus ou moins 50% d'hommes et de femmes, ou 51%, mais là, ça aurait une valeur ajoutée immense. Je pense pour tout le monde, on parlait de différences, mais même au sein des femmes, il y a des différences empathiques, pas d'empathie, au sein des hommes, pareil. Et donc, il y a cette mixité qui peut se créer et qui est, je pense, fondamentale aujourd'hui. Et c'est important, j'invite les membres du réseau à aller dans un réseau mixte également. Je dis, tu iras chercher d'autres choses là-bas qui t'apporteront beaucoup dans ton projet. En tant que femme, mais je me dis que je suis encore utile et que des initiatives comme ça sont nécessaires. Ça me fait penser, moi, à la question des quotas. On a déjà pas mal discuté de ça sur ce plateau. Et je pense que, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'idée, la plupart sont quand même d'accord sur le fait que c'est un mal nécessaire. Ouais. Et que donc, une fois qu'on aura avancé sur toutes les questions de genre, le fait d'avoir des espaces uniquement féminins ne sera plus nécessaire, le fait d'avoir des quotas ne sera plus nécessaire. Mais en attendant, c'est des outils pour y arriver, quoi. Après, il y a encore des réseaux masculins aussi, donc je suis pas contre. Oui, ils ont le droit d'exister si j'ai le droit d'exister. Et à un moment, il faut être cohérent. Oui, bien sûr. Mais en effet, c'est un mal pour... Et vous, qu'est-ce que vous pensez de la non-mixité, justement, de certains réseaux ? Dans un premier temps, quoi. Ouais, et puis même dans un scénario où le monde serait en parfaite équité partout, je pense que ça vaut toujours la peine d'avoir des regroupements par sexe, parce que bon, moi j'adore aller boire un verre avec des copines, et je pense que ça a à voir avec ça, c'est une interaction peut-être différente, qui n'est pas mieux ou moins bien, mais qui est différente, et je pense que comme disait Clémence sur son piment, il y a peut-être aussi... des sujets qui doivent être mis sur la table, dans lesquels on peut se coacher entre femmes en disant ok, cette question-là, s'il y avait eu des hommes, tu aurais dû la poser, parce que je pense que plein d'hommes aussi dans la salle ne savaient pas la réponse à cette question, et c'est qu'entre femmes qu'on ose peut-être émettre cette problématique, et c'est aux autres femmes d'aller réconforter et débloquer ça. Et c'est comme ça qu'on va aussi avancer, je pense. Tu fais partie d'un réseau, toi ? Je fais pas partie d'un réseau. J'ai un coach. Il y a le réseau Entreprendre. Là, je fais partie de ce réseau-là, en effet. Mais c'est pas un réseau où, de manière récurrente, on a des rendez-vous. Je suis pas très organisée. T'as un coach, ça c'est intéressant aussi pour les gens qui regardent et qui veulent éventuellement entreprendre. Depuis longtemps, Ça fait depuis 1 an, plus ou moins. Je l'ai rencontré justement là-bas, lors d'un entretien. Et il est super expérimenté dans tout ce qui est l'aspect commercial d'aliments sucrés. Lui, c'est plutôt des confiseries. Donc, il a plein d'expérience et c'est chouette. Même niveau RH, c'est quelqu'un qui a déjà eu beaucoup d'employés. Donc, moi, je suis perdue complètement dans ce domaine-là. Donc, c'est cool. Ok. Parfait. Est-ce qu'on clôture ? Oui, on peut faire ça. On a l'habitude de clôturer cette émission en trinquant.
Il y a encore de l'eau? Un petit fond. En trinquant à des femmes qui ont marqué notre parcours, qui nous ont inspirés, qui nous ont aidés, qui sont des rôles modèles ou pas, des gens de votre entourage ou pas, qu'on peut inviter sur ce plateau ou pas. Voilà, je ne sais pas si vous avez des femmes que vous avez envie de mettre à l'honneur. Moi, j'en ai plein, mais... Comment ça? Non, mais je peux donner 2 noms? Bien sûr. Du coup, en toute transparence, les 2 noms qui me sont venus à l'esprit le plus rapidement possible, j'en ai eu plein qui ont suivi, c'est d'une part Delphine Hennen de Kick Cancer. Je ne sais pas si vous la connaissez. Pas personnellement, mais je vois un petit peu. Il faut la rencontrer pour en ressortir juste boostée et motivée. Son parcours est super inspirant. Elle a donc créé une ASBL pour lutter contre le cancer pédiatrique. Mais ce qui est super intéressant chez elle, c'est qu'elle travaille dans son ASBL comme si c'était une entreprise et une société. Et donc elle valorise vraiment super bien les choses et c'est très enrichissant. Et puis la deuxième, mais je vais être plus courte parce que comme ça je laisse la parole à Julie et Mathilde, c'est Marion de Hortastor. Qui fait un travail de dingue. Et voilà, très inspirante aussi. Eh bien, j'espère qu'elle pourra venir bientôt. Julie, est-ce que tu as une idée? Malheureusement pas. Et du coup, je me sens un petit peu honteuse. Mince, parce qu'en fait, tous mes mentors que j'ai pu avoir étaient des hommes qui m'ont pris sous leur aile et qui m'ont vraiment fait monter en compétences. Donc voilà, c'était des hommes. Et je n'ai jamais eu de manager femme qui m'a vraiment appris des choses, qui m'a permis de me développer. C'est vrai que le milieu commercial aussi est vraiment masculin, surtout au niveau du management. Donc malheureusement pas. Moi, c'était pas des mentors, hein, c'est juste des femmes qui m'inspiraient. Après, une femme qui m'a vraiment soutenue au début de ma carrière, je vais parler de Pauline de Vichard, qui était la DRH de chez Groupon et qui, c'est vrai, a appuyé mon ascension chez eux. Donc voilà, j'ai quand même cité quelqu'un. Et c'est vrai qu'elle a eu une très très belle carrière où elle a travaillé pour LVMH, pour côté nordique de l'Europe. Donc elle a bien évolué aussi de ce côté-là. Donc je vais la citer elle. Delphine alors. Pauline. Et pour terminer, moi, c'est difficile, c'est une grosse réflexion parce que oui, il y a des rôles modèles qui sont plus lointains qu'on n'a jamais rencontrés. Puis moi, les personnes qui m'inspirent le plus, c'est peut-être des entrepreneurs féminines qui ont réussi sans pour autant que je les connaisse tellement bien. Enfin, je ne les connais pas toutes très bien. Par exemple, il y a une personne qui s'appelle Nathalie Darvan qui est juste incroyable dans ce qu'elle a fait avec ses cakes crus, vegan et crus. C'est une femme de poigne et je pense qu'elle a prouvé à plein de gens qu'on peut être solo founder en tant que femme, avoir des enfants et gérer ça de main de maître. Et je pense aussi à 2-3 autres femmes, par exemple une Amélie de Cartier qui, elle, a créé une marque de granola qui fait ça magnifiquement bien parce que c'est pas toujours facile, le côté RH, elle a beaucoup de gens en dessous d'elle. Et alors j'adore pouvoir l'appeler et qu'elle me donne des conseils. Et une troisième personne qui a beaucoup d'énergie, c'est Pauline Dubois qui, elle a d'abord créé une première boîte dans les services pour les personnes âgées, je pense, puis qu'elle a revendu. Et elle a toujours beaucoup trop d'énergie, donc c'est vraiment chouette de voir ces femmes qui ont des familles, qui ont plein d'autres choses sur leur assiette, mais qui font ça très bien et auxquelles j'aspire. Ouais, super. À ces 3 femmes. Oh bien, merci beaucoup pour cette discussion, c'était très très intéressant. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau plateau Girl Squad avec toujours des entrepreneurs, des femmes dans la tech qui peuvent vous inspirer, vous donner des idées, des conseils et peut-être le petit kick qui manque pour vous lancer vous aussi. En attendant, abonnez-vous, likez, commentez, on attend toutes vos réflexions sur notre émission. À bientôt. Merci, mesdames. Merci. Merci.